Bonjour Charlie, merci d'être venu pour ce petit moment de rencontre interview. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton activité, ton entreprise, ce que tu... Voilà, on va commencer par ça déjà, qui tu es et ce que tu fais actuellement. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Groupe Pertinence. On est sur Mulhouse, sur Strasbourg, et on a plusieurs spécialités. L'entreprise en difficulté, également tout ce qui est levée de fonds et accompagnement, on va dire, dans les dossiers qu'on va appeler les dossiers, soit les dossiers complexes ou parfois les dossiers de référé. On a une grosse activité qu'on appelle une activité de référé, c'est-à-dire que en fait, c'est pas nous qui allons chercher les clients, c'est nos confrères qui nous envoient les dossiers parce qu'ils n'ont pas le temps matériel de les traiter ou que c'est pas leur spécialité, quoi. Tout ce qui est gestion de patrimoine, tout ça, c'est des spécialités un petit peu parallèles, on va dire, à l'expertise comptable. Donc voilà. Ta formation, c'est dans le À domaine la base, oui, moi j'ai un cursus d'abord très classique d'expert comptable. J'ai fait licence, master, doctorat en compta finance. J'ai eu mon diplôme d'expert comptable en 2014. Ensuite, en 2019, j'ai fait une certification sur tout ce qui était droit de la protection des données personnelles, toutes les RGPD. Ça, j'ai fait ça à Sciences Po. Et en 2020 et en 2021, alors en 2020, on en parlera, mais pendant le confinement, justement, je m'ennuie un peu, donc j'ai fait une certification en management des restructurations à la Sorbonne. Et en 2021, j'ai fait une autre certification en droit, toujours à la Sorbonne, en droit de l'entreprise en difficulté. D'accord, donc voilà. C'est un cycle de formation continue, en fait, quoi. Ça s'arrête jamais, vraiment. Voilà, et du coup, c'est une particularité parce que j'ai... alors, même si un cabinet d'experts comptables, en généralement, c'est également un responsable d'entreprise et même un gérant, en fait, on va dire. Ouais. Il y a une particularité que j'ai remarqué parce que voilà, on s'est contacté via LinkedIn et puis on était déjà dans le réseau, mais on n'avait pas échangé réellement auparavant. Puis là, en fait, je vois que quelqu'un positionné en expertise comptable nous explique qu'il a monté aussi une société et on s'est fait un petit ping-pong en direct en nous disant ouais mais ouais, moi j'ai monté ça pendant le Covid ou avant le Covid et puis c'était pas la bonne idée. Moi j'ai réenchiré en disant voilà bah nous on a monté un espace coworking en plein Covid, c'était pas une bonne idée non plus. Et alors comment on fait pour parle-nous un petit peu de cette expérience en fait ou comment tu es arrivé à monter un projet qui sort en fait de l'expertise comptable à ce moment-là. Jusqu'en 2019 j'ai eu vraiment une vie professionnelle d'expert comptable, surtout de commissaire aux comptes. J'ai très peu exercé, j'ai très peu fait de bilan dans ma vie en fait. Je pense que des liasses fiscales, même la mienne, je la sors pas. C'est mes équipes qui le font. Je suis pas très bon pour faire ça. En partie parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Mais à la base, j'ai fait beaucoup de commissariat aux comptes et vraiment beaucoup d'audits de manière générale et de conseils. Et jusqu'en 2019, en fin de compte, j'étais dans des cabinets, toujours dans des cabinets indépendants, mais de taille plutôt importante. Dans le service audit auquel j'appartenais, on gérait quand même quasiment 250 mandats, ça commence à occuper un petit peu. Et donc, en 2019, il y a un changement de stratégie du groupe, un changement d'actionnariat. Je fais une proposition pour me positionner. Ça ne rentrait pas dans la stratégie, bon, sans rancune, c'était leur entreprise, ils avaient le droit de le faire, mais du coup moi j'ai considéré que j'avais plus ma place en fait là-dedans, et je décide de m'en aller. Et je décide de m'en aller en ayant 15 ans d'expérience dans le commissariat aux comptes. Il n'y a à peu près rien de pire à constituer qu'une clientèle de commissariat aux comptes, étant donné que c'est des mandats de 6 ans et qu'on peut pas changer de commissaire aux comptes avant la fin de ces 6 ans. Donc, pour pouvoir en vivre rapidement, c'était pas possible. En tout cas. Donc, il y avait deux solutions. Soit je faisais totalement autre chose, ou un projet connexe, on va dire, ou soit je devenais expert comptable. Mais devenir expert comptable, ça voulait dire expert comptable classique, ça voulait dire faire de la production de comptes. Ce que tu n'aimais pas forcément, que je ne savais pas forcément bien faire et ce que j'aimais pas faire. Donc ça, c'était pas envisageable. Et à l'époque, j'étais encore au CJD, au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Et j'appelle un copain, je lui dis voilà ce qui m'arrive. Et puis il me dit bah écoute, si tu sais pas quoi faire, vas-y, on monte un truc ensemble. Et je dis allez, on y va. Donc je me fais radier de l'ordre des experts comptables. Je me fais radier de la compagnie des commissaires aux comptes. On est obligé de se faire radier pour monter un autre projet ou c'était un choix Non, en fait, si tu veux être inscrit à l'ordre et à la compagnie des commissaires aux comptes, c'est un peu différent, mais à l'ordre des experts comptables,
Faut être expert comptable, faut que ce soit ton métier, que tu en tires la majeure partie de tes revenus, enfin que tu exerces quoi, véritablement. Et puis c'était idiot de toute façon de rester inscrit parce que ça coûte aussi de l'argent, c'est des contraintes et tout ça, donc ça n'avait pas de sens véritablement. Donc j'ai dit de toute façon si je m'en vais, je m'en vais. J'ai pas besoin d'être inscrit à l'ordre pour exister professionnellement, donc voilà. Donc nos futurs, je plaque tout, je me désinscris de tout, et puis donc on monte avec mes deux compères en fait une start-up. Eux, ils avaient, en fait, ils ont toujours d'ailleurs, un groupe d'hôtels et de restaurants. Donc ils avaient 6 hôtels, 6 restaurants de mémoire. Et ils avaient créé un logiciel en interne qui permettait de gérer tous ces hôtels, tous ces restaurants. Et sur ce logiciel, en fait, on pouvait plugger tous les logiciels métiers des hôtels et des restaurants pour faire un gros agrégateur de données. Et puis avoir un tableau de bord centralisé pour gérer tous les paramètres financiers. D'accord. C'était cool. Et donc moi, j'arrivais là-dedans avec la perspective de faire quoi ? D'apporter mon expertise en finance et en analyse pour le commercialiser en dehors du groupe et de dire aux gens qui avaient aussi des groupes d'hôtels, en fait, on va venir vous l'installer et puis moi, je vais vous le personnaliser pour vous donner des vrais indicateurs de performance, pour vous expliquer comment les utiliser, pour faire tout ça. Et donc, on avait une expertise financière qui se cumulait avec une expertise informatique. Et le projet était cool. En même temps, ça permettait de faire un peu de recherche et de développement pour développer le produit lui-même. Donc, c'était de ce côté-là, c'était plutôt sympa. Et donc, on a monté tout ça en septembre 2019. On a fait les foires, on a fait tout ce qu'il fallait, et donc est arrivé février 2020, c'est-à-dire quand on allait commencer à vendre, Covid, confinement, et donc hôtellerie et restauration, autant dire que c'était bloqué, juste inenvisageable de leur vendre quoi que ce soit. J'ai un deuxième métier à côté de ça, c'est que je suis producteur de musique, donc j'ai une autre spécialité qui sont les arts et spectacles. Donc mon cabinet est spécialisé en hôtellerie, en restauration et en arts et spectacles. D'accord. Donc le trio gagnant en fait pour tomber en plein Covid. Je pense qu'il n'y avait pas pire. Donc il n'y avait à peu près pas pire. Donc là on a fait une réunion avec mes associés et puis on s'est regardé dans le blanc des yeux en disant le projet il est cool, mais après c'est pas raisonnable en fait de vouloir aller là-dedans. Quelque part on a eu de la chance parce que moi je savais que je m'en sortirais d'une manière ou d'une autre. Je disais au pire j'irai dans un autre cabinet et puis je sais encore à peu près faire mon métier, donc voilà. Et eux ils avaient toujours le reste du groupe, donc voilà, ils avaient quoi. Donc on n'était pas à la rue. On n'était pas à la rue, et vu que c'était de la prestation et de l'intelligence qu'on vendait, on n'a pas perdu beaucoup d'argent. Pas de matière première, il n'y a pas de matière première, on a perdu un peu d'argent pour les salons qu'on a fait. Voilà, c'est la vie, hein. Sinon tu ne deviens pas entrepreneur, c'est tout. Non, c'est la part du risque qui fait partie du boulot. Et donc voilà, je me suis retrouvé mi-mars avec plus d'entreprise, à être mandataire social, donc pas avoir droit au chômage, et avoir à peu près 15 jours pour trouver une solution pour payer la maison. De continuité, pour avoir l'argent, simplement, et manger. Simplement manger, ouais. Voilà. Donc, c'est clair. Avec mon coloc qui me disait mais comment tu fais pour être tellement calme. J'ai dit écoute, de toute façon l'huissier qui va venir saisir la maison, il est confiné comme toi pour l'instant. Non. C'est une belle philosophie, effectivement, là, de se dire de toute façon voilà, ça, on va pas se faire saisir la maison tout de suite, donc pour l'instant écoute, on peut pas sortir d'ici, il fait beau, allons manger dans le jardin et puis on verra là. Mon mois de demain, il verra qu'est-ce qu'il fait avec tout ça, quoi. Et donc, j'avais d'autres contacts, et donc j'ai un peu rappelé mes différents confrères en disant si vous avez besoin d'un coup de main, accessoirement, je suis désinscrit, donc j'ai pas le droit d'exercer. Voilà. Je rappelle l'ordre pour me faire réinscrire, mais tout était fermé, donc impossible de se faire réinscrire. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, c'était bon. Et donc, je trouve un confrère qui avait besoin qui m'appelle et qui me dit écoute, c'est la galère. Tous mes salariés sont en télétravail et il y a des papiers partout au cabinet, et je m'occupe de ma fille qui a 6 ans et qui court partout dans le cabinet, et de mes clients, mais il faut s'occuper de toute l'intendance du cabinet et de l'administratif au sens large. Il faut faire la navette pour emmener les dossiers chez les clients et tout ça, enfin c'est la guerre. Je dis écoute, ça c'est pas d'activité réglementée, je peux faire. Ouais, en plus c'est ce que tu aimes pas forcément faire à la base, mais
voilà, c'était quand même. Après, médecine de guerre, hein, nécessité fait loi. Voilà, si c'est tu ça, veux, c'est de ça, base, au bout d'un moment, c'est justement, donc il y a vraiment ça permettait de travailler en gagnant voilà, de l'argent, voilà, sans quand tout à même fait. mon domaine d'activité, mais sans prendre un risque d'exercice illégal, ce que je voulais absolument pas faire, quoi. Donc après, dès que ça a été possible, l'ordre a rouvert, je me suis réinscrit, donc là c'était bon. Mais du coup, pendant quelques mois, j'ai fait un petit peu le tampon en faisant un petit peu l'homme à tout faire au niveau du cabinet, ce qu'il fallait simplement faire, quoi. Et donc après, un soir, on est allé manger avec mon associé actuel qui me dit bah, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je lui dis bah, écoute, on s'entend bien. Le cabinet finalement faisait peu d'expertise comptable et beaucoup de conseils, donc c'était pas un type de conseil que je connaissais, mais c'était un environnement dans lequel j'étais à l'aise. Et il y avait d'autres spécialités, comme l'entreprise en difficulté, qui n'étaient pas trop pratiquées, comme le commissariat aux comptes, qui n'était pas trop pratiqué. Donc j'ai dit, écoute, on va s'apprendre mutuellement nos spécialités, et puis on va monter un truc ensemble. Il m'a dit, bah écoute, Banco, je te vends moitié du cabinet. Et du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. D'accord. Donc il y a cette petite notion de rebond. Tu te retrouves dans un milieu déjà. C'est pire qu'un rebond parce que finalement tu stoppes ton activité, tu rentres dans un univers professionnel que tu ne maîtrises pas à la base forcément. Enfin, tu vas rentrer dans quelque chose. L'hôtellerie, c'est pas forcément ton créneau de départ, mais ce que tu fais dedans peut avoir du sens. Ça s'arrête parce qu'effectivement le Covid arrive. Tu te retrouves effectivement avec plus rien du jour au lendemain. On se sent comment à ce moment-là? Parce qu'on se sent vraiment dans la peau de ce que peuvent vivre d'autres chefs d'entreprise aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations que tu connais d'ailleurs par là, on en parlera après, oui, c'est clair. Avec cette notion d'inconnu qui arrive. Alors, moi, il y a eu, on va dire, 48 heures de doute, de flottement, de me dire je vais finir sous un pont avec mon chien et voilà. Bon, ça, je veux dire, je pense que c'est le moment où tu touches le fond que tout le monde a un petit peu connu. Et puis après j'ai quand même de la chance d'avoir une famille et notamment une grande fratrie avec laquelle on est vraiment très très proches. Et puis on dit de toute façon, Charlie, ça n'arrivera pas, tu finiras pas sous un pont et de toute façon avec ce que tu sais faire, avec ton expérience, avec tes diplômes, ça peut pas mal se passer. Et finalement, au pire du pire, je retournais chez ma mère. Ce qui n'était pas agréable, mais ce qui n'était pas la fin du monde non plus. Voilà, mais j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjoint, donc ça va. J'avais juste à m'occuper de mon chien, donc fondamentalement le vrai risque, c'était quoi? C'était de devoir vendre mon piano. C'est la vie. Oui, c'était purement matériel, donc voilà. Donc une fois que, et puis comme je te disais avant, de toute façon le gars qui était censé venir saisir tout ça chez moi, il n'avait pas le droit de sortir non plus. Aussi. Donc voilà, en soi c'était pas très compliqué à gérer personnellement. Et puis après, je pense que ça c'est quand même une grande force des entrepreneurs, c'est que certains appellent ça du courage, d'autres appellent ça de l'inconscience, mais il y a beaucoup de choses que tu fais a posteriori, tu te dis bon, ça s'est bien passé quand même, quoi. Oui, on fait un pari sur quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé ou maîtrisable. Pas forcément, ouais, c'est ça, mais après voilà, tu apprends à vivre avec, quoi. Mais oui, moi je comprends que tu as des gamins, forcément tu vis pas la même histoire que moi. Oui, c'est clair. C'est surtout la question, c'est souvent pour la plupart des gens, dans ce contexte-là, c'est la notion du rebond. C'est ça qui est souvent pour nous important, c'est de se poser la question. D'ailleurs là, on va aborder le sujet parce que finalement, toi, tu côtoies surtout aujourd'hui des gens qui sont dans des situations qui sont bien plus dramatiques quelque part que ce que toi tu as pu vivre finalement, parce que eux n'ont pas la plupart du temps la capacité de dire voilà, bon je retourne à mon ancien travail, à mon ancienne capacité rémunératrice en fait, qui finalement va se limiter en guillemets à se réinscrire à l'ordre et puis à pouvoir à nouveau exercer. Donc toi tu dois côtoyer aujourd'hui des gens, tu l'annonçais sur LinkedIn encore récemment, et d'ailleurs on va parler de ton... Comment tu appelles ça J'appelle ça le livret. Le livret, voilà, je cherche le mot parce que c'est tellement plus de papier dans les mains que ça devient compliqué. C'est important le papier. Je suis entièrement d'accord, mais la preuve que j'ai même oublié comment ça s'appelait un livret. Donc... Moi j'appelle ça le livret. Voilà. Donc en fait, comment tu vois les gens aujourd'hui, l'entrepreneur qui se retrouve dans une difficulté? Qu'est-ce que toi tu vas lui dire en fait? Alors, je me rends compte que tu ne peux pas tout à fait partager intégralement la même expérience parce que l'expérience vécue, c'était déjà avec des associés. Ou peut-être même ce que tu as vécu avec ces associés-là quand vous vous êtes rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner en l'état des choses. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu amènes aujourd'hui à des gens en tant qu'expérience?
en complément à ce que j'ai dit juste avant, j'ai eu une autre expérience effectivement dans un de mes cabinets où il y avait eu un début d'association qui s'est finalement pas fini. Mais je me suis quand même retrouvé caution de 200 000 euros d'un cabinet qui n'était pas en forme, quoi. Ok, donc ça donne déjà une bonne. Voilà. Et j'ai eu beaucoup plus peur à ce moment-là que quand j'ai planté la start-up, parce que la start-up, finalement, on en a perdu 5 000 balles, c'est la vie, quoi. Tu vois, c'est beaucoup et peu à la fois, quoi. Donc voilà. Mais ouais, sur la caution, là, effectivement, là, je voyais ça différemment, parce que d'un coup, tu me donnais une maison à payer, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, toujours avec le recul, moi je vois vraiment ça différemment du fait que je suis célibataire et que j'ai pas d'enfant. Il peut rien m'arriver, quoi. Je veux dire, ça peut pas mal se passer véritablement. Enfin, je veux dire, je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Je veux dire, il y a des gens qui sont dans des situations qui sont infiniment pires que les nôtres. Donc voilà. Je vais commencer par déjà, par rien dire et par écouter ce que les gens ont à raconter, parce que la plupart du temps, je suis le premier à qui ils en parlent véritablement. Parfois, ils en parlent un peu à leur expert comptable, parce que c'est bien souvent, je ne suis pas leur expert comptable. Donc, c'est des experts comptables qui réfèrent chez moi directement, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. S'occuper des entreprises en difficulté, ça demande beaucoup de disponibilité. Et vu que moi je gère peu d'expertise comptable, j'ai pas la contrainte de devoir sortir des TVA tous les 21 et tout ça. Dire des déclarations de TVA sur mes dossiers, j'en sors 15 par mois. Un expert comptable classique, il en sort 80, quoi. Donc et les 15, c'est pas moi qui les fais. Donc ouais, ça va. Moi j'ai de la disponibilité pour faire ça et j'ai le temps. La difficulté d'entreprise, elle touche vraiment les gens dans ce qu'ils ont au fond d'eux. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fin de compte, c'est que c'est plus que de l'argent. C'est d'autant plus vrai quand on est dans des entreprises qui sont familiales. Tu prends, dans notre région, il y a pas mal de viticulteurs. Tu prends le viticulteur 7e, 8e, parfois 15e génération de viticulteurs qui reprend les vignes et tout ça. Le jour où tu es ce viticulteur et que tu plantes la boîte, tu plantes pas une SARL, tu plantes l'histoire de la famille. Tu plantes l'arbre généalogique, en fait, voilà, quelque part. Tu plantes ce que arrière-grand-papy, ce qu'a nourri ta famille pendant 400 ans, c'est plus que de l'argent. Donc ça, il faut déjà avoir conscience de ça. C'est important aussi de comprendre tout ça, parce qu'il faut, ça je pense qu'enfin de manière générale, quand tu fais du conseil, il y a un truc qui est important, c'est de comprendre la façon dont les gens font leurs choix. Comment est-ce qu'ils font pour prendre des décisions. Il faut comprendre tout ce schéma de prise de décision pour pouvoir en tenir compte dans le conseil que tu vas donner. Il ne s'agit pas de vouloir influencer les gens. Ce que je dis toujours à mes clients, rassurez-vous, moi je suis très détendu par rapport à tout ça, c'est pas mon pognon. Hein. Donc c'est précisément pour ça que vous venez me voir. C'est pour avoir un avis de quelqu'un dont ça ne va pas foncièrement changer la vie, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Je vais faire mon métier, c'est de faire en sorte que ça se passe bien, mais à un moment je suis pas magicien non plus. Et je maîtrise pas non plus les aléas du marché, les aléas de la vie ou les aléas en général, quoi. Donc je vais donner mon opinion sur qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation, mais le fait que je ne sois pas engagé dans cette situation personnellement, mais que je la connaisse de mes expériences passées, va faire la qualité de ce que je vais pouvoir raconter derrière. Donc déjà, il faut commencer par rien dire et commencer par les écouter. Parce que bien souvent, alors soit le conjoint ou la conjointe travaille avec, et donc il rentre à la maison le soir, il parle que de ça. Mais voilà, c'est source de conflits dans le couple, enfin bref, tout ça. Ou alors, c'est pas le cas. Et du coup c'est source d'incompréhension parce que l'autre n'est pas forcément entrepreneur, ne comprend pas pourquoi tu t'es lancé là-dedans, pourquoi tu n'es pas devenu salarié et tout ça. Source de stress parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire avec la maison. Du coup, tu bosses H24, tu vois plus les gamins, tu n'arrives plus à sortir le soir et aller au restaurant avec monsieur ou avec madame. Enfin bref, c'est compliqué. Au niveau familial, c'est compliqué. Quand tu es chef d'entreprise, tes amis, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre, tu finis par bosser directement ou indirectement avec eux. C'est compliqué d'aller leur en parler parce que tu es en relation d'affaires et ça pourrait avoir un impact encore plus défavorable sur ta propre entreprise. Donc tes amis et tes autres amis qui ne sont pas dedans, effectivement, ils n'ont pas connu ça. Ils comprennent pas
comprennent pas. Voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est un état de fait en fait. C'est que c'est pas leur réalité, tout simplement. Non, on peut pas comprendre, je pense, Ouais. l'entrepreneuriat quand on ne l'a pas vécu. C'est à mon sens. Donc après, il reste généralement il en reste deux. Il reste l'avocat et l'expert comptable. Et donc on est à peu près les seuls à qui viennent parler. Donc les premiers rendez-vous, le premier rendez-vous la plupart du temps, c'est des rendez-vous où je dis pas grand-chose, où j'écoute beaucoup déjà pour comprendre déjà dans quel état d'esprit on est. Parce qu'il faut aussi voir que sortir l'entreprise des difficultés, c'est beaucoup de taf, ça coûte beaucoup d'argent et surtout il faut être fort, quoi. Si la personne elle est déjà rincée, elle est en plein burn-out et tout ça, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en considération parce qu'il y a une probabilité non nulle que ça se passe pas bien derrière, quoi. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui dans les dossiers que tu vas traiter, de façon opérationnelle, tu as combien de dossiers en pourcentage qui voient une continuité par après? Ça peut donner un indice un petit peu aussi. Ceux qu'on prend généralement s'en sortent. Mais il y a un premier vrai tri en fait, simplement parce que, si je vais donner une statistique, entre deux tiers et trois quarts des gens qui viennent nous voir, c'est déjà trop tard. D'accord, donc ils arrivent un peu après le combat. Plus qu'après, je veux dire, c'est quand la société, alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit l'entreprise, elle arrive, il y a tellement de dettes que de toute façon, je peux négocier ce que je veux. La société, elle générera jamais suffisamment d'argent pour rembourser sa dette. En quel cas, je leur dis, écoutez, arrêtez les frais. Je veux dire, là, il faut arrêter. Et c'est important de le dire aussi, de pas faire de l'acharnement thérapeutique sur. Alors souvent, j'utilise des termes de médecine parce que. Je pense que ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien en fait. Moi, je dis toujours, je suis l'oncologue de la boîte. Hein. C'est ceux qui viennent me voir, c'est pas. Généralement, c'est grave. C'est pas le généraliste en fait. C'est ça. Tout à fait. Donc. Et oui, après, et ça ressemble beaucoup à ça, parce qu'il y a des protocoles, il y a plein de choses, et puis après, on apprend aussi, on se rend compte qu'il y a des procédures qui, dans tel secteur d'activité, marchent mieux, de manière empirique, hein, sans qu'on arrive véritablement à mais par rapport au caractère des gens, par rapport au secteur d'activité, voilà. Mais, et donc, ouais, soit il y a beaucoup trop de dettes, et donc on arrive beaucoup trop tard, et dans ces cas-là, on leur dit, écoutez, déposez le bilan, et puis Inch'Allah, hein, je veux dire, voilà, faudra voir. On peut vous accompagner si vous voulez dans là-dessus, mais si nous on vient, on fera pas autre chose, quoi. C'est clairement, on s'orientera pour la préparation d'un LJ, d'une liquidation judiciaire. Mais alors comment on peut anticiper tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à une population qui nous écoute peut-être aujourd'hui, certaines personnes, de dire voilà, c'est peut-être maintenant le moment d'aller voir quelqu'un, d'aller discuter de ça avant qu'il ne soit trop tard. C'est quoi le baromètre? C'est quoi le curseur en fait? Comment on peut le repérer? L'argent sur le compte, c'est quand même un bon indicateur. De manière générale, tu regardes l'évolution de ton compte bancaire et tu vois tendanciellement, est-ce que ça a tendance à augmenter, à baisser ou à être stable? Voilà. Donc, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, tôt ou tard, si tu réalises des pertes, ça va avoir un impact sur ta trésorerie. Parce que tes pertes, elles vont pas toujours être liées à des amortissements, des provisions et tout ça. En quel cas, c'est ce qu'on appelle une charge calculée, ça n'a pas d'impact sur la trésor. Mais voilà, si tu ne vends pas suffisamment, donc tu n'atteins pas son seuil de rentabilité, tu ne couvres pas tes charges fixes, ou alors ta marge elle est insuffisante, tôt ou tard, ça va avoir un impact défavorable sur ton activité. Il y a un outil que moi j'aime bien, mais qui est compliqué à utiliser pour les non professionnels, c'est le tableau de flux de trésorerie. Un tableau de flux de trésorerie, en fin de compte, ça consiste à prendre 2 points. Alors on peut le faire entre 2 années, on peut le faire si on arrête les comptes au 31 décembre, on peut faire le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, mais on peut le faire sur d'autres périodes. On peut le faire entre fin janvier et fin mars. On peut le faire sur 2 mois, on peut le faire sur 15 jours. Voilà, on peut faire tout ça. Ça consiste à regarder c'est quoi l'argent qui est généré vraiment par l'entreprise et où est-ce qu'il va, à quoi on l'utilise. Voilà. Et ça demande un peu de toucher pour être lu parce que l'état en lui-même, il est compliqué à lire. Mais par contre, normalement, si, la première des choses, ce serait d'aller voir son expert comptable et lui demander ça. Normalement, si les choses sont bien faites, il doit y en avoir un dans la présentation du bilan. Voilà, ça c'est quand même un état de base, on va dire, sur la compréhension de la gestion. On a souvent ce problème aussi, c'est que quand tu prends une année civile, une année d'entreprise de fonctionnement, on va dire,
Le temps de sortie du bilan, c'est souvent que 6 mois se passent, quoi. Peut-être pas 6 mois, mais en tout cas, les bilans, ils commencent à sortir en ce moment. Voilà, Quoi. voilà, c'est ça. Donc on est à 4 mois, t'as 3 mois, on est 3, 4 pratiquement à mois. 3-4 mois, et encore, des fois, on fait traîner quand même un petit peu. Alors, j'allais dire, ça, c'est l'outil qui est bien. Après, avoir une compta à jour, c'est pas du luxe. Donc, ce qui veut dire que quand il y a le comptable qui appelle pour demander la pièce, demander les factures et qu'elles sont en chiffon dans la bagnole, je veux dire, c'est un vrai problème parce que tant qu'on n'a pas ça, on voit rien. On est complètement sourd et aveugle par rapport à l'évolution de la boîte. Tout ce qu'on voit, c'est l'évolution du compte bancaire. Mais ça veut tout dire et rien dire, parce que si maintenant tu achètes un gros truc et que ça te fait ton stock et qu'après tu vas le vendre, c'est peut-être normal que ton compte bancaire y baisse. Voilà, t'achètes pas de la perte, t'achètes un actif, quoi. Donc là, ça permet pas d'avoir une vraie. Déjà, il faut se faire un peu violence, même si on n'aime pas ça, et il faut commencer par mettre la compta à jour. De toute façon, si on doit lancer quoi que ce soit comme procédure derrière, il faudra des comptes à jour. Oui, donc le premier truc à faire, c'est de ne pas être trop bordélique au niveau de la compta. Ouais, c'est ce que je me dis souvent aussi, c'est dans pas mal d'univers, mais à culpa pour moi, hein, on est les premiers à dire aux autres des fois de faire attention à ça, mais on est les premiers à savoir qu'on va stocker dans une bannette en fait des tonnes de papier qui vont s'amonceler jusqu'à un stade où on va nous demander un truc, on se souvient le jour même, et en fait au bout de 3 semaines, un mois, c'est fini. Mais après, je veux dire, avec les nouvelles technologies, franchement, il y a moyen le digital, il y a moyen quand même de simplifier les choses. Je veux dire, tu vas au resto ou tu as un ticket de péage, tu prends juste en photo avec ton smartphone, tous les experts comptables, ils ont ça. Et ça se déverse directement chez lui, et puis après, tu peux la balancer, ta pièce. De toute façon, elle est stockée chez lui. Et pareil, pour les factures de vente, ça se déverse tout seul. Tu donnes un accès distant, un peu sécurisé à ton expert comptable pour qu'il aille piocher quand il a besoin de quelque chose. Ça se passe quand même un peu bien avec les outils actuels. Enfin, c'est vraiment la portée de tous, quoi. Mais c'est l'acte, je pense, qui la notion de. C'est souvent le problème, c'est que les gens ont la tête dans le guidon dans leur activité à eux, et ça, ce n'est pas une activité entre guillemets, c'est un rassemblement de documents, et la partie comptable, ça ressemble. Oui, c'est ça. C'est plus une contrainte, quelque chose que personne n'aime faire. C'est ce qui fait d'ailleurs que la profession elle existe, l'expertise comptable, et que c'est ça. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est l'étape zéro en fin de compte de ce qu'on fait, quoi. Si t'as pas ça, de toute façon, il y a rien d'autre qui marche. Mais c'est de la data, quoi. Si on n'a pas un minimum de data, effectivement, pour sortir un diagnostic, c'est chaud, quoi. Donc ça veut dire qu'on conseille vraiment aux gens de tenir une compta vraiment à jour. Voilà, de donner les caisses. Et puis, alors le deuxième conseil que je donne aussi, c'est je pensais pas qu'en fait c'était je pensais pas que c'était un conseil qui avait tellement de portée, mais je me rends compte qu'il y a vraiment peu de gens qui le suivent. Il faut faire un budget, quoi. Enfin, il faut faire un budget en termes de vente et tout ça, mais il faut faire un budget de trésorerie. Que tu aies quand même une idée d'à peu près où tu en seras en trésorerie dans 2 mois, quoi. Enfin, ça paraît quand même, ça paraît basique en fait quand je le dis comme ça, mais il y a beaucoup de ils l'ont à peu près en tête, mais le fait de le poser, ça n'a pas besoin d'être un truc de dingue, hein. Tu te fais un truc sur 10 lignes dans Excel, ça marche bien, et ça permet en tout cas de se dire de manière très simple, voilà, mes salaires c'est ça, mon loyer c'est ça, l'énergie c'est un vrai sujet en ce moment, l'énergie c'est ça, et voilà, les ventes que je prévois c'est ça. Ou alors si je sais pas, parce que souvent les ventes on sait pas combien on va rentrer, on dit moi je sais déjà pas combien je vais vendre demain, donc pour te faire une prévision à moi, dis c'est pas grave, dans ce cas-là fais-le dans l'autre sens. Dis-toi voilà combien il faut que je vende pour réussir à payer tout ça. Et l'idée c'est pas de tomber sur un chiffre exact, on essaie pas de décompter de l'impôt là. L'idée c'est d'avoir un ordre d'esprit dans quel monde on vit. Ça fiche les limites, et puis ça permet d'avoir un garde-fou quelque part. Et puis si maintenant je me dis il faut que je vende 10 000 tous les mois pour réussir à payer tout le monde, et si on est le 21 ou le 22 là et que je suis à 2000, ça dépend. Si je fais l'essentiel de mon chiffre d'affaires en fin de mois, c'est pas grave, mais voilà. Mais en tout cas ça donne un repère, quoi. Donc ça permet, et c'est pas très compliqué non plus à faire. Mais ça c'est faisable, il n'y a même pas vraiment besoin d'un expert comptable pour faire ça. Alors, il peut le faire bien évidemment, mais ça, l'entrepreneur qui suit sa boîte normalement, il doit être à peu près capable de faire ça, quoi. Dans la série des tips en fait qu'on peut donner aux entrepreneurs, donc d'avoir un minimum de suivi de la boîte quand même au niveau financier, et surtout d'essayer de se projeter quand même un minimum par rapport au vécu, même par rapport à ses propres objectifs. Se fixer des objectifs dedans, c'est pareil, il n'y a pas grand monde qui fait ça, mais c'est aussi important. Si pour des raisons managériales, des raisons de stratégie d'entreprise et tout ça, mais enfin c'est quelque chose qu'il faut faire, quoi. D'accord. Et alors,
toi, tu as l'expérience aussi du tribunal, en fait, quelque part. Donc, tu peux un peu nous en parler, parce que c'est aussi un sujet qui fait très peur. Je veux dire, ceux qui sont passés par là, par un redressement, une liquidation, peu importe, on a tous affaire un jour à cet endroit qui, voilà, on voit marqué en grand au-dessus tribunal de commerce ou autre chose. En plus, à Mulhouse, il est en face de la prison, quoi. Exactement. Donc, c'est, voilà, comme diraient certains, traverser le trottoir pour. C'est ça. Là, c'est un autre cas. Tu peux un peu nous en parler de l'expérience que tu as eue avec des entrepreneurs, justement, qui se retrouvent dans ce cas de figure. Alors, déjà, moi, j'ai choisi de faire ce métier d'entreprise en difficulté parce que c'est quand mes boîtes étaient en difficulté que j'ai appris le plus de trucs. Et tu es beaucoup plus intelligent une fois que tu l'as fait une fois qu'avant. Et quand j'ai vu à quel point. Ça m'a quand même affecté de faire tout ça. Je veux dire, c'est pas le truc le plus gai que tu peux faire dans ta vie que de planter une boîte. Donc voilà, et je me suis dit, moi, je savais ce qui allait se passer. Parce que voilà, je l'avais déjà fait pour des clients de manière moins soutenue qu'aujourd'hui. Et puis j'avais étudié ça dans mes études et tout ça. Je savais qui était qui dans la salle d'audience. Enfin, il n'y avait pas vraiment de surprise par rapport à tout ça, mais c'était déjà là, c'était éprouvant, quoi. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à préparer mes clients pour ça. Parce que déjà, quand tu reçois un papier tricolore avec la Marianne dessus. Déjà, c'est rarement des bonnes nouvelles. Donc, tu reçois ça, et puis là, tu reçois convocation. Donc, tu n'es pas invité, tu es convoqué à une audience dans un tribunal. Généralement, je fais une toute petite aparté en présentant les différents types de tribunaux qu'on a en France, et surtout expliquer la différence entre un tribunal civil et un tribunal répressif. Le tribunal répressif, si tu tues ton voisin, tu vas aller devant un tribunal ou une cour répressive. C'est-à-dire le but de cette cour, c'est de te condamner parce que tu as fait quelque chose de mal. Les tribunaux, ils sont là pour résoudre des problèmes qui peuvent exister. Si demain, par exemple, je sais pas, tu construis un mur de 10 mètres devant la fenêtre de ton voisin, en soi, c'est pas un délit, mais il va pas être content. Et donc, tu vas aller devant un tribunal pour régler ce différend que tu as avec ton voisin. Mais tu vas pas avoir d'amende ou tu vas pas aller en prison parce que c'est juste régler, en fin de compte, un différend entre deux personnes. Ouais. Si tu payes pas un de tes fournisseurs et qui t'assigne au tribunal, pas payer ses dettes, c'est plus un délit en France depuis bientôt 50 ans. Voilà. Donc, voilà, ça fait partie des choses où c'est géré par des tribunaux, mais c'est pas des tribunaux répressifs, c'est des tribunaux qui sont là pour régler des problèmes. Les difficultés d'entreprise, il faut comprendre que le tribunal, il est là pour deux choses. Il est là pour placer l'entreprise sous sa protection, le temps de trouver une solution pérenne de poursuite ou le temps de décider qu'effectivement les carottes sont cuites. Donc quand on ouvre une procédure amiable ou une procédure collective ou qu'on va à des convocations de prévention, parce que parfois, quand on perd plus de la moitié de ses capitaux propres, le procureur peut transmettre au président du tribunal de commerce ou à l'équivalent en Alsace-Moselle, au tribunal d'instance, une demande pour convoquer le chef d'entreprise au tribunal, simplement pour prendre un peu la température et voir qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que la société elle a besoin d'aide ou pas. Voilà. Ces gens-là, ils sont gentils. Ils sont là pour essayer de trouver des solutions et surtout éviter que les difficultés s'aggravent pour la société elle-même et également pour tous ses partenaires. Pour éviter qu'on ait tellement de dettes de partout que le jour où la société crache, en fin de compte, ça fait les dominos et tous les autres partenaires se retrouvent plantés, les salariés aussi, enfin tout ça. Donc ça, il faut déjà comprendre qu'on ne va pas en prison pour aller dans ce genre de tribunal. Parce que même s'il le voulait, il n'a pas la capacité de condamner les gens. Il n'y a qu'un tribunal pénal qui peut condamner les gens à des amendes ou à de la prison ou tout ça. Ils ne sont pas là non plus pour rechercher la responsabilité des gens. Alors bien sûr, si la société est en train de déposer le bilan que vous avez acheté une Porsche la veille, c'est ce qu'on appelle une faute de gestion. Oui, ça se complique un peu. Ça se complique un petit peu. Mais je veux dire, si on a géré sa boîte à peu près normalement et qu'on n'a pas fait trop le con avec l'argent de la société et qu'on ne l'a pas trop confondu avec son propre argent, de manière générale, ça se passe très bien.
Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le fait de simplement payer son salaire avec la boîte, c'est pas une faute de gestion, c'est juste la normalité. Il faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Donc, je commence déjà par dire ça, et ça fait déjà retomber la pression. D'accord. Et ensuite, j'explique un petit peu comment ça va se passer, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans une salle d'audience. Il y a beaucoup de gens. Et on se retrouve un peu en infériorité numérique. Voilà, et en plus, soit ils sont habillés pareil, soit on ne sait absolument pas ce qu'ils font là et pourquoi ils sont là et pourquoi ils sont autant de monde. Tout le monde parle un petit peu en même temps, et puis tout le monde se regarde et tout ça. Donc au départ, c'est important. C'est déstabilisant parce qu'on ne sait absolument pas à quoi on a affaire. C'est la première fois de sa vie, la plupart du temps, que la personne est confrontée à un tel univers. Et là, on se retrouve petit enfant de 6 ans qui va prendre une punition, mais il ne sait pas encore par qui il va... Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il y a quand même le procureur qui assiste à ça. Donc le procureur, on se dit quand même que c'est quelqu'un qui est méchant. Enfin, de manière générale, ce qui n'est pas vrai, mais c'est quand même le sentiment que ça renvoie, quoi. Alors levons le mystère. Qui sont toutes ces personnes qui sont alors, généralement, donc nous on est à la barre, c'est-à-dire qu'on est devant. D'accord. Alors, soit on peut venir avec son expert comptable, ou parfois les experts comptables n'ont pas le droit d'engager les procédures et on passe en plus par un avocat. Ça dépend des types de procédures, ça. Mais généralement, l'expert comptable, on m'a jamais mis dehors. Au contraire, le tribunal est très content quand l'expert comptable se déplace. Plus de précision ou surtout, on a la réponse à beaucoup de questions et puis on a une connaissance quand même de ce monde-là et puis surtout de qu'est-ce que le tribunal veut savoir. D'accord. La compréhension de c'est quoi les éléments qui sont importants pour que eux prennent leur décision. Voilà. Donc, de manière générale, on est chaleureusement remercié de s'être déplacé. Donc, nous, on est devant, à la barre. À droite, il y a les secrétaires, qui dans un tribunal s'appellent les greffiers. Donc eux, ils sont là pour vérifier les identités, prendre des notes de tout ce qui se dit. Et généralement, il y en a un qui est un petit peu un greffier volant qui, lui, va faire rentrer et sortir les gens. Parce que dans tout ce qui est procédure amiable et collective, la plupart du temps, on est sur des procédures qui sont confidentielles dans un premier temps. Donc il n'y a pas de public. Voilà. Donc il faut quelqu'un pour faire rentrer et sortir les gens, quoi. Donc eux, ils sont à droite, sur un bureau qui est un petit peu en perpendiculaire. Parallèle à nous, en face, on va avoir les magistrats, donc on va avoir le président ou la présidente du tribunal, et on va avoir les 2 assesseurs, donc il y a 3 juges en tout, et c'est eux qui vont prendre la décision au final. Et sur la gauche, il y a le procureur de la République. Le procureur, lui, il est là pour représenter la société, pas l'entreprise, mais la société civile, on va dire, dans son entièreté, et quelque part de s'assurer que les décisions qui vont être prises, elles ne sont pas de nature à léser de manière trop forte les intérêts des autres parties indirectes, des parties prenantes de cette procédure. Si on demande, on critique beaucoup les banques, mais à un moment on était bien content qu'ils prêtent de l'argent. Si demain on fait une procédure et qu'on dit aux banques, finalement vous n'allez pas être remboursé, c'est pas juste. Quelque part, ils ont pris le risque, ils ont fait des choses bien pour arriver jusque-là, et c'est pas honnête vis-à-vis d'eux. Donc parfois on arrive à trouver des terrains d'entente et tout ça, mais le procureur, il est aussi là pour s'assurer qu'il n'y ait pas un trop grand déséquilibre entre les avantages exceptionnels qu'on va accorder à l'entreprise en difficulté pour qu'elle puisse continuer, et surtout que le remède soit pas pire que le mal. Est-ce que finalement on est sûr que quand on aura accordé tous ces avantages, l'entreprise va s'en sortir? Alors, tu vas me dire, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais est-ce qu'il y a plus de chances que ça marche que de chances que ça marche pas? Parce que sinon, l'entreprise, elle va reconclure des nouvelles dettes, des nouveaux engagements, et ce sera pire demain. Donc c'est pas une bonne chose non plus. Donc le procureur, il est un peu là pour veiller sur tout ça. Il est un peu le garant de la société là-dedans. Il a décidé en fait. Ouais, c'est ça. Si le dossier est bien préparé, et fait avec des professionnels, la plupart du temps, il est quand même d'accord, quoi. C'est juste qu'il faut être un minimum lucide sur ce qu'on fait. D'accord. Voilà. Eh ben, ça fait une belle. C'est une belle expérience. Une fois qu'elle est passée, qu'on a passé plusieurs années après, on a analysé la chose, on a compris un peu ce
ce qui nous est arrivé réellement. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, toi qui as été finalement des deux côtés de la barrière, entrepreneur, maintenant tu préfères. Oui, oui. Voilà. C'est ta question. Oui, oui, oui. Dans d'autres, il y a ce côté sécuritaire aujourd'hui un petit peu quelque part aussi, je pense, mais c'est toujours vraiment pour se rapporter aux gens qui, eux, sont vraiment entrepreneurs dans l'âme aussi. Voilà, la question serait, est-ce que demain tu remonterais un autre projet, une autre entité, enfin, qu'est-ce que... Ouais, je le referais clairement. Je le referais probablement différemment, parce que j'ai appris beaucoup de choses en fin de compte. Surtout, là où j'ai le plus appris, c'est pas sur les aspects techniques de mes boîtes et tout ça, parce que ça, globalement, je les maîtrisais. Ce que je savais pas, c'était c'est quoi être un associé, c'est quoi avoir un associé, qu'est-ce qu'on peut attendre l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on doit attendre l'un de l'autre, et à quel moment c'est pas une bonne idée de s'associer et pourquoi. En fait, ça c'est vraiment... C'est quoi la différence entre un associé et un investisseur, par exemple? C'est très intéressant comme question. Alors, quel est le mauvais moment pour s'associer avec quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait, qu'on puisse... Quelqu'un qui a en projet demain de s'associer avec une autre personne pour monter une structure, voilà, parce qu'on entend souvent, j'ai souvent la question qui arrive, oui. est-ce que voilà, on va être 50-50, on m'a dit que c'est pas bien, et etc. Donc il y a souvent des questionnements dans ce genre-là. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que ton associé va t'apporter de plus que de l'argent? Parce que si tu veux de l'argent, il y a d'autres moyens que de l'association de l'avoir. Ça peut être de la dette, ça peut être... il y a d'autres choses. Est-ce qu'il va t'apporter un savoir-faire? Est-ce qu'il va t'apporter un réseau? Voilà. Ensuite, c'est quelles sont les intentions des associés? Est-ce que toi, si tu es l'opérationnel et que tu vas faire tourner toute la boîte, tu vas passer 90% voire 120% de ton temps dans ta boîte pour la développer et tout ça. Et tu peux avoir un associé qui lui va te donner beaucoup de coups de main au début, mais qu'après tu verras quasiment pas, mais il va se retrouver avec 25% de ta boîte. Voilà. Donc au début on est bien content de l'avoir parce qu'effectivement sans lui rien ne se fait, mais d'un coup au bout de 10 ans quand on lui verse 25% des résultats, et on va se dire j'aimerais bien racheter les 25%, mais il faut déjà qu'il soit vendeur, parce que si quelqu'un doit vendre, et puis forcément tu vas avoir un peu l'impression de racheter ton propre travail. Voilà. Donc ça c'est extrêmement courant, et puis de se dire si maintenant c'est mes autres associés, qu'est-ce qu'ils apportent, et donc ça, il n'y a pas de bonne réponse là-dedans, mais ça fait partie, en consultant création, ça fait partie des choses que je demande toujours. Je dis maintenant, c'est quoi dans 5 ans, si maintenant, est-ce que vous vendez l'entreprise, quoi? Quand on a un qui te dit oui et l'autre qui te dit non, effectivement, là, disons que c'est une discussion qui n'est pas venue sur le tapis auparavant. Voilà, c'est ça. Et puis, on n'a pas les mêmes visions. Alors, c'est pas forcément grave. Mais ça fait partie des choses dont il faut tenir compte, et puis savoir qu'on peut avoir des associés qui ont une vision simplement financière de la chose, parce qu'ils vont avoir le bon réseau au bon moment pour préparer le truc, et puis sans eux, effectivement, ça ne se fera pas. Donc, et toi, à côté, tu as le savoir-faire, ou l'inverse, et dans ces cas-là, tout le monde doit pouvoir bien valoriser son truc, mais il faut être OK avec ça. Et la notion de bien connaître son associé avant de s'associer, la famille, on en parle, les gens qui s'associent familialement. Faut le sentir. Déjà, il faut commencer par ça, faut le sentir, faut en avoir envie. Moi, je sais que, outre sur des projets, on va dire, patrimoniaux, genre t'achètes un appart avec tes cousins, ça, y a pas un enjeu fort, on va dire, comme ça, ou voilà, ou si tu décides d'investir dans un Airbnb avec ton frangin, si ça se passe mal, tu revends le Airbnb et puis c'est fini. Bon, tu auras peut-être perdu un peu d'argent en passant, mais ça sera pas passé quelque chose de beaucoup plus grave. De là à dire maintenant on va monter, alors déjà je pense que faut être dans le même milieu d'activité. Parce que moi, ma sœur, elle est orthophoniste, par exemple, donc si tu veux, la convergence de nos activités, elle n'est pas évidente au premier regard, quoi. Au premier regard. Donc, voilà. Après, il faut regarder également faut regarder où en sont les gens dans leur vie. Également, la profondeur de vie qu'ils ont.
Si tu en as un qui a 10 ans de plus que l'autre, et tu en as un, il a 35 ans et il a 2 enfants, et l'autre, il a 24 ans, il sort de l'école, ils ne sont pas au même stade de leur vie non plus. Donc si maintenant le ou la jeune il trouve quelqu'un pour partager sa vie et qu'il faut déménager à Lyon, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, ça fait partie des discussions qu'il faut avoir en amont, quoi. Oui, donc, mais que ce soit de la famille ou pas, je sais pas si c'est un plus ou si c'est un moins. Ouais, je pense que c'est aussi, si je comprends bien, c'est un peu au cas par cas aussi. Et si moi je prends un exemple qui me touche directement, on est associés ici dans le projet, on a une génération d'écart. Comme dit, on a appris à se connaître pendant les travaux, on a travaillé ensemble, et ça a fait une alchimie qui était juste parfaite, quoi. Ça aurait pu être carrément l'inverse. On aurait très bien pu, même avant d'ouvrir le projet, au bout d'un moment, on se serait peut-être pas supporté, on aurait tout arrêté. Ouais. C'était un risque énorme quelque part aussi. Mais après, je pense qu'il y a aussi, et ce que les gens peut-être peuvent retenir là-dedans aussi, c'est il y a un besoin d'ouverture également quand on veut s'associer. On ne peut pas juste... effectivement, le côté financier, à mon avis, c'est un axe, mais si c'est que cet axe-là, on est très vite limité, parce que je pense aussi ouvertement que si c'est que l'apport du capital social qui est posé sur la table à ce moment-là pour monter le projet, ça représente rarement des grandes sommes dans la plupart des petites entreprises qui se montent. Donc il faut qu'il y ait un intérêt vraiment autre que ça. Mais par contre, et je pense que là, le côté où on a besoin d'être, pas fusionnel, mais quand même de bien comprendre la personne qu'on embarque dans l'aventure ou dans laquelle on se fait embarquer, qui est vraiment une relation... Après, juridiquement, on a des outils qui permettent de répondre à ça. Alors, outre les pactes d'associés et ce genre de trucs, hein. Mais autrement, on a ce qu'on appelle communément les paras, les par B, ce qu'on appelle techniquement donc les actions de préférence. Ça permet de séparer la notion de contrôle et la notion d'intérêt d'une action. Quand tu es actionnaire, tu as deux pouvoirs. Le pouvoir de l'intérêt, c'est-à-dire de toucher les fruits de l'argent, de ton dividende, et la notion de contrôle, de pouvoir prendre des décisions. Il faut savoir qu'en droit français, on a la possibilité de séparer les deux. Et donc, je peux te priver de ton contrôle, mais par contre, si je te prends quelque chose, il faut que je te donne quelque chose. Donc, je vais te donner plus d'intérêt en échange de moins de contrôle. Tu n'auras jamais zéro de contrôle, parce que tu es quand même actionnaire, voilà. Donc ça peut permettre de faire un bon deal. Savoir, moi, je crois dans ton projet, j'ai 100 000 balles à poser sur la table, et toi, tu dis, ok, mais par contre, je veux dire, comment je vais gérer la boîte et tout ça, c'est moi le technicien, c'est moi qui m'en occupe. Et toi, tu seras rémunéré pour ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire m'apporter de l'argent. Voilà. Et donc, ça permet de trouver ce juste équilibre. Voilà, justement pour les personnes qui sont dans cette situation, de se dire, voilà, moi, je veux monter un projet. Alors, les gens utilisent souvent un mot parce que c'est le premier qui vient, c'est j'aimerais lever des fonds. Voilà, alors eux, c'est de se dire, je monte une SAS ou l'équivalent avec un petit capital. Comment je fais rentrer, par exemple, 100 000 d'apports dans un projet alors que je n'ai posé que ça sur la table. Donc ça, c'est une solution qu'on apporte telle quelle. C'est un deal qui se fait entre deux personnes. Comment tu expliques ça ? Déjà, il faut déjà comprendre qui est autour de la table. Qu'est-ce qu'on a déjà, de combien on part ? C'est sûr que si tu veux lever 1 million et que tu as 1 000 €, c'est pas impossible, mais c'est pas le cas le plus simple. Voilà. Donc ça, faut quand même en être conscient. Surtout en ce moment, on a toutes les peines du monde à lever de l'argent avec les banques, parce qu'ils ont... On a distribué de l'argent gratuitement avec les PGE. Maintenant, on se rend compte que s'il y a tellement de gens qui ont des problèmes d'entreprise aussi, les PGE, c'est une des causes quand même, j'allais dire une des causes de mortalité, mais c'est clairement le cas des entreprises. C'était la bouée de sauvetage pendant un temps. Et maintenant, la bouée s'est transformée en rocher, mais voilà. Donc, lever de la dette, oui. La plupart du temps, quand on veut de l'argent, il faut proposer quelque chose en échange. Ce qui veut dire que soit l'argent on l'a, dans ces cas-là c'est simple, soit on l'a pas, et donc il faut l'échanger contre quelque chose. Si c'est des actions, ça va être un projet, ça va être un potentiel de gain futur. Voilà. Si c'est de la dette, ça va être ma capacité à te rendre ton pognon, à ton capital, avec des intérêts. Parce que la banque, finalement, c'est ça, elle vend de l'argent. Oui. Voilà. Elle vend de l'argent.
la banque, elle va demander une garantie et des garanties. Cette garantie, c'est si jamais tu ne peux pas payer, qu'est-ce qu'on fait? Et on a la même problématique quand on a besoin d'argent pour refinancer une entreprise en difficulté. Parce qu'on se retrouve avec des banquiers qui sont déjà engagés. Ouais. Alors, contrairement à ce qu'on pense, plus une entreprise est engagée dans un projet, et plus elle est mouillée dans une entreprise en difficulté, et plus elle va chercher des solutions pour que l'entreprise s'en sorte. Il n'y a rien de pire qu'un banquier peu investi dans un projet. Parce que là, lui, en fin de compte, tout ce qu'il veut, c'est pas prendre du risque. Et le peu qu'il a à perdre, finalement, il est prêt à y renoncer. Et donc, tu veux dire par là que le banquier serait plus capable de, entre guillemets, réinjecter pour que ça ne capote pas, plutôt que de dire dès le départ, je stoppe Oui, après, il y a quand même un garde-fou à ça, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il rentre dans ce qu'on appelle du soutien abusif. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il remette de l'argent dans un truc, comme il mettrait de l'argent au casino, parce qu'il a également des normes, le banquier, il n'a pas le droit de faire ça. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, s'ils sont déjà très engagés et qu'ils ont beaucoup à perdre, ils vont en tout cas avoir une oreille plus attentive aux solutions qu'on va pouvoir leur proposer. Parce qu'ils auront plus envie de récupérer ce qu'ils ont beaucoup à perdre. Voilà, leur mise. Et là, il faut trouver des mécanismes ingénieux pour apporter de la garantie. Les procédures collectives, elles permettent d'avoir déjà nativement une bonne garantie là-dedans, parce que ceux qui rapportent de l'argent dans une entreprise en difficulté sont payés en premier. Enfin, parmi les premiers. Il y a 24 niveaux en tout. C'est comme sur Netflix, si tu as vu la plateforme, c'est le même principe. Il vaut mieux être en haut qu'en bas. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, quand tu as passé le 10e niveau, grosso modo, tu n'as plus grand-chose. Hein. Donc, voilà. Et tout en bas, il y a ce qu'on appelle les créanciers chirographères, c'est-à-dire les gens qui n'auront rien. Là, on arrive en rang 4. Ce qui est bien. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a un moyen pour les entreprises. Alors, il faut quand même que ce soit un peu conséquent. C'est-à-dire que là, ça marche bien. Je l'ai déjà fait pour 800 000 euros, mais ça marche bien à partir d'1 million. C'est ce qu'on appelle un contrat de fiducie. Le contrat de fiducie, c'est un contrat, comme son nom l'indique, qui va consister à dire, voilà, moi j'ai un bien que je pourrais donner en garantie. Un immeuble, par exemple, ou un brevet, ou quelque chose qui m'appartient, que je n'ai pas déjà donné en garantie à quelqu'un, sinon ça ne marche pas, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, ce truc-là, je suis d'accord pour le donner en garantie. Et la banque, elle dit, moi je veux bien, sauf que c'est chaud, parce que si la boîte, elle dépose et tout, du coup, il y a quand même un risque il va falloir attendre la procédure, ça va être long et tout ça. Donc, elle dit, pas contre le principe, mais pas convaincu, parce que le droit de l'entreprise en difficulté, il est protecteur, mais il n'est pas protecteur que pour moi. Et donc, la banque, ça va lui plaire. Ou l'investisseur de manière générale, celui qui peut remettre de l'argent dedans. Et le privilège de New Money, c'est-à-dire celui qui va remettre de l'argent et payer en premier, il n'est quand même pas tout en haut, quoi. Donc il y en a quand même d'autres qui passent avant lui, donc ça c'est bien, mais c'est pas top. On peut faire ce contrat qui va consister à créer un espace spatio-temporel un peu parallèle, quoi. On va prendre la propriété de ce bien, on va le mettre dans ce truc-là, dans ce monde parallèle. Il sera plus nulle part, en fait. Il sera pas chez la banque, il sera plus chez moi. Vu qu'il est nulle part, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il n'est pas vendu. Donc, il n'y a pas les droits d'enregistrement, les 8% et tout ça. Donc, on économise les droits sur l'aliénation. L'aliénation, c'est la vente, parce qu'il n'y a pas de vente. Alors, si après, la banque récupère le truc, là, il y aura tout. Mais si moi, j'arrive à payer jusqu'au bout, je récupère mon immeuble, il n'a jamais été vendu. D'accord. Il était juste dans un no man's land à côté. Et du fait qu'il n'est plus dans mon patrimoine, s'il y a une procédure collective et que la boîte crache, il va y avoir alors c'est un avocat la plupart du temps, un avocat fiduciaire, qui sera chargé d'exécuter le contrat et de transférer directement le bien au bénéficiaire, en fin de compte, du contrat. C'est une forme de préemption. C'est une espèce de préemption, mais du coup, je contourne complètement la procédure collective. Système, il n'y en a pas tant qu'il ne se passe rien, en fait. Voilà. Et le jour où tout est rendu clean, finalement, on fait comme s'il n'y avait rien et la personne récupère son bien. Voilà, ça, on l'a déjà fait. Ça marche dans plein de cas compliqués. Quand la plupart du temps, c'est un bon
c'est un bon outil quand on veut des financements un peu particuliers. Genre, je ne veux pas rembourser tous les mois, mais je veux payer tout à la fin. Effectivement, là, j'ai un gros risque, qu'on appelle un emprunt in fine. Là, j'ai un gros risque de ne pas pouvoir payer à la fin. Donc, le financeur, il est d'accord pour me suivre, mais déjà, c'est quand même bien plus cher. Et d'autre part, il veut une garantie, parce que si j'arrive pas à lui payer son truc à la fin, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc il y a peut-être un petit. C'est quoi ça? Ça peut ressembler légèrement. Alors je fais un petit peu le parallèle. C'est une espèce de trust. Oui, j'allais presque dire à côté de ça, il y a un petit peu pour les entreprises la notion de crédit bail quand on peut pas acheter quelque chose. C'est un peu différent, mais c'est ça, sauf que le crédit bail, il y a vraiment une aliénation dès le début, ça coûte très cher, quoi. Oui, c'est ça en fait. Voilà. C'est un coût par contre. La fiducie, ça coûte aussi cher parce qu'il faut un commissaire aux comptes, il faut tenir les comptes de ce contrat de fiducie, donc il faut un expert comptable. L'avocat fiduciaire, il bosse pas pour rien non plus. Le contrat de base, il est cher, donc. Ça marche bien dans des cas particuliers, mais en tout cas, c'est un truc qui n'est pas très usité par la profession parce que c'est assez complexe. Mais il y a des vraies opportunités. Pareil, en gestion de patrimoine, on peut faire des trucs assez chouettes avec ça, quoi, qui permettent de déplacer temporairement des patrimoines. Ça peut avoir des intérêts dans des montages de succession, des choses comme ça, quoi. D'accord. Mais bon, c'est assez tech, ça. Donc, voilà. Il faut se garder ça dans un coin de la tête que... Quand je veux en fait lever des fonds en constitution ou quand je veux lever des fonds dans le cadre d'une reprise, de toute façon, l'entreprise en forte croissance et l'entreprise en forte décroissance, moi techniquement je les traite pas différemment. D'accord. Ah oui. Ouais, c'est les mêmes outils en fait, hein, c'est les mêmes protocoles et tout, donc c'est le même problème. Alors ce procédé, je peux le comprendre de façon constructive à partir du moment où effectivement on est en croissance et on cherche justement à se financer. Ouais. C'est une forme d'autofinancement quelque part parce qu'on met un bâtiment, on va dire en caution indirecte à ce moment-là, on reçoit les fonds, on peut avancer. L'inverse fait quand même bien plus peur effectivement. Donc c'est-à-dire que si effectivement l'entreprise est en décroissance et qu'on met en jeu quelque part un bien, c'est pour ça qu'il faut mesurer vraiment il faut être lucide par rapport à la situation dans laquelle on est. Exactement. À savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. Il ne s'agit pas de chercher la responsabilité de quelqu'un, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui se passe mal pour regarder si effectivement il y a une solution ou pas. Quand mes clients viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que vous en pensez, je lui dis ça dépend. Ça dépend parce que si maintenant tu as le cas d'une entreprise qui a souscrit les PGE. Elle avait déjà la dette senior, donc la dette qu'elle a souscrit pour racheter la société. On a rajouté du PGE. Le PGE, généralement, contrairement à la dette senior, il n'y a pas un actif en face. On l'a utilisé pour payer des pertes. Alors, c'est à peu près, en fait, on a tout remonté d'un cran. Hein. C'est à peu près le mode de financement le plus nocif qu'on peut avoir dans une entreprise. On se retrouve avec ça maintenant et on se dit, est-ce que le problème, c'est que j'arrive pas à payer parce que j'ai trop de dettes? Auquel cas, entre parenthèses, faut voir combien ça fait trop. Mais si l'entreprise elle est viable, ça veut juste dire qu'il faut que je réétale ces dettes sur plus longtemps. Oui, et là, je vais réussir à m'en sortir. Si maintenant, je me retrouve dans le cas de Kodak, c'est-à-dire que j'ai pas forcément beaucoup de dettes, mais mon entreprise elle a plus de marché. Moi, je veux bien ouvrir une procédure amiable, collective, tout ce que tu veux. Le seul petit problème, c'est que ces procédures, elles servent à négocier. Et je négocie quoi avec qui? C'est comme manifester parce qu'il pleut pas. Si tu veux, c'est que là, je sais, j'ai pas de partie prenante pour aller me plaindre et elle est expliquée et tout ça. Je veux dire, j'ai personne à qui parler parce que l'entreprise, elle a juste pas assez d'activité. Donc là, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'activité. Est-ce que c'est le moment de racheter son concurrent? Parfois, les entreprises en difficulté, pour les en sortir de là, il faut avoir des politiques très offensives, très défensives, se dire finalement, est-ce que je ne vais pas vendre la société à mon concurrent? C'est peut-être une vraie opportunité. Une forme de croissance en fait. Voilà, c'est ça. Une forme de croissance et puis peut-être que je peux bosser avec lui. Enfin bref, tout est envisagé quoi. Sur une artère qui est en train de saigner. Non, c'est ça. C'est ça qui est vraiment important. Ouais. Voilà, aujourd'hui, une entreprise effectivement qui va vraiment très très mal, on va pas aller, elle va pas venir en fait quelque part pour faire soigner un bobo qui finalement est un cancer quoi. C'est trop compliqué. Donc autant ne pas perdre tout. Bon, je vais pas partir là-dedans, mais je viens de retrouver lentement le sujet parce que j'ai cherché.
par rapport à tout ça, est-ce que c'est finalement important peut-être de proposer à des entreprises de faire un audit de l'état dans lequel ils sont avant de partir dans toute forme de procédure, même dans des moments où ces entreprises vont encore bien, avant qu'elles partent. Qu'est-ce que tu penses de l'audit? Qu'est-ce que tu peux nous parler? En fait, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, l'audit, j'en ai fait pendant 17 ans, donc oui, ça me parle, c'est super. ça me parle plutôt bien. L'audit, il y a deux types d'audit. Il y a l'audit légal, ce qu'on connaît avec les commissaires aux comptes, et il y a l'audit contractuel, c'est à peu près tout le reste. L'audit légal, on a tendance à penser que le commissaire aux comptes, c'est une contrainte et tout ça. Ça reste un audit, qui est un audit qualitatif. C'est dommage, à mon sens, de ne pas en tirer les fruits, parce que tu as déjà payé une fois pour l'avoir. Et il a été bien fait, la plupart du temps. Ce qui veut dire que parler de tout ça avec son commissaire aux comptes, ça me paraît être quelque chose de très important. Alors le commissaire aux comptes, en plus, il a un devoir de lancer des procédures d'alerte quand vraiment ça ne va pas. La procédure d'alerte, une fois de plus, c'est pas un dispositif punitif. Non, c'est pas punitif, en fait. C'est de dire, attention, là on va dans le mur. Et ça peut déclencher effectivement ce que je disais avant, l'entretien de prévention au niveau du tribunal de commerce, il peut être déclenché par une procédure d'alerte. Parce que quand on déclenche une procédure d'alerte, il faut savoir que c'est systématiquement transmis au tribunal de commerce derrière. D'accord. Voilà, à n'importe quelle phase. Hein. Donc ça dépend, soit c'est tout au début, soit c'est tout à la fin, mais après ça c'est un peu technique, mais voilà, en fait il faut l'avoir en tête. Mais une fois de plus, c'est pas une révélation de fait délictueux, on n'a rien fait de mal, c'est juste pour ne pas rater l'opportunité de pouvoir sauver l'entreprise pendant que c'est encore temps. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une entreprise qui a un commissaire aux comptes, elle dépose quand même en moyenne 7 fois moins le bilan qu'une entreprise qui n'en a pas. D'accord. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Pour les entreprises qui ont un commissaire aux comptes, évoquer ça et utiliser l'audit qui est fait par le commissaire aux comptes pour regarder ces difficultés. Moi, quand je suis commissaire aux comptes dans un dossier, le tableau de flux de trésorerie dont je parlais avant, je le fais systématiquement. Il existe ce document. Donc et puis si on demande gentiment au commissaire aux comptes, il va le transmettre. Il n'a pas de raison. Il n'y a rien de confidentiel là-dedans. C'est les chiffres de la boîte. Donc voilà. Donc ça, effectivement, c'est bien. Après, la plupart du temps, le chef d'entreprise sait quand même, au moins dans les grandes lignes, ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un manque d'activité? Est-ce que c'est un problème de surendettement? Est-ce que c'est tout ça? C'est pour ça que je disais quand même, de toute façon, pour faire un audit, il faut avoir une compta à jour. Sinon, il n'y a rien à auditer. Donc on peut aller sur place, commencer à regarder les extraits bancaires, mais si la compta est à jour, on va gagner un temps considérable, quoi. Je pense qu'il y a aussi un sujet à travers ça, c'est au-delà de la comptabilité, il y a souvent, et je pense que c'est ce qui fait défaut dans pas mal d'entreprises, c'est le fonctionnement, c'est le management. Ce sont des choses qui sont souvent des systèmes qui sont définis depuis un certain temps, qui sont considérés comme immuables, avec peu de remise en question. Et à mon sens, c'est souvent une problématique qui est le démarrage de plein d'ennuis, parce qu'une entreprise, et encore une fois, je pense moi-même avoir vécu ça à un moment donné, quand tu démarres une entreprise à 2 personnes à l'instant T et qu'au bout de 6-8 ans, tu te retrouves à 6, 8, 10, 12 personnes, c'est plus la même gestion. C'est forcément vu grandir, quoi. Non, on ne le voit même pas grandir, on voit même pas ce qui se passe réellement. On voit que tout à coup, il y a des choses, on ressent des choses qui ne vont pas, mais tu n'as pas été formé forcément non plus à découvrir, à se redécouvrir en fait en permanence. Tu peux avoir quand même des signaux faibles de tout ça, un turnover par exemple, un turnover qui s'accélère. Alors justement, c'est quoi les signaux alors pour le chef d'entreprise? Les différents signaux faibles que tu peux avoir, ça va être... déjà, c'est toujours bon de se comparer quand même, de regarder est-ce que ce qu'on vend c'est toujours ce que les gens ont envie d'acheter. Parce que ça paraît con, mais c'est quand même un peu la base du business, quoi. Oui, je pense que la base du business en général, c'est est-ce que voilà, qu'est-ce qu'a besoin le client. Parce que tu peux avoir un super produit, mais si personne veut l'acheter, ça sert à rien. Voilà, donc, si on s'oriente pas sur la notion client au préalable, c'est vrai que c'est compliqué après. Ouais. Si on est convaincu soi-même qu'un produit va fonctionner
sans l'avoir testé, sans même avoir eu le retour de la personne concernée, je pense que c'est compliqué. Voilà, et puis après, tu dois avoir un système de veille active par rapport à tout ça et par rapport aux nouvelles technologies. Je vois dans mon métier, comme dans plein de métiers, en fait, on va être très fortement impacté en bien, à mon avis, par l'intelligence artificielle. C'est suicidaire de ne pas en tenir compte aujourd'hui. J'ai lu ce matin, je ne sais plus dans quel post LinkedIn, évidemment, parce que je suis très bloqué là-dessus. 72% des chefs d'entreprise considèrent aujourd'hui ou n'utilisent absolument pas ou ne savent pas comment utiliser l'IA, en fait. Ouais. Donc, alors, on l'utilise au quotidien. Sachant que c'est récent, la visibilité de ce qu'on peut en faire aujourd'hui est assez récente. Maintenant, c'est aussi qu'on est... on a une population assez réfractaire aussi en général quand on est chef d'entreprise parce que, comme dit, voilà, c'est souvent la phrase qui ressort, on a toujours fait comme ça. La petite phrase qu'on n'aime pas, mais qui est souvent dans le fonctionnement classique. Donc, j'ai fait un truc vachement marrant avec, pareil sur LinkedIn, j'avais vu passer un post, je sais plus chez qui, avec un comme un chat GPT en fait, un truc qui génère du texte et qui devait décider si oui ou non il allait t'embaucher en tant qu'humain. D'accord. Et donc toi tu devais convaincre l'intelligence artificielle de ton profil en tant qu'humain par rapport à ce qu'elle savait déjà faire. D'accord. Ouais. C'est marrant comme exercice. C'est marrant à faire. J'ai réussi à me faire embaucher. Et je lui ai dit deux trucs, c'est que il y a deux choses que je sais faire que l'IA elle sait pas faire. Je sais convaincre sans rien dire. Ça, l'IA générative elle sait pas faire. C'est vrai. Et je suis conscient de mes biais, tous les biais de ma réflexion, par rapport à mon vécu, par rapport à ma pratique professionnelle. Parce que je vais avoir tendance à utiliser certains outils, comme un menuisier, en fin de compte, je vais avoir tendance à utiliser certains outils dans une situation, même si ce ne sont pas forcément les outils qui sont préconisés par la littérature, simplement parce que de mon expérience, ça fonctionne. Donc je vais avoir en fait des biais empiriques par rapport à ce qui a déjà fonctionné par le passé. Et ça, c'est quand même bon à certains moments de se reposer la question, qu'est-ce qu'on devrait faire dans cette situation ? Et si je ne le fais pas, pourquoi je ne le fais pas, et est-ce que c'est basé sur si c'est basé sur un point de comparaison empirique que j'ai connu, est-ce que la comparaison elle tient vraiment ou pas quoi. Et ça une IA est totalement incapable de faire ça aujourd'hui, peut-être un jour, mais d'avoir justement cette compréhension, et c'est ce que je disais aussi par rapport à mes clients, il faut que j'ai la compréhension de comment ils prennent leurs décisions et tout ça, de tous les biais qu'ils peuvent avoir. Un chef d'entreprise en difficulté, il va avoir deux tendances. La première tendance, c'est une prévalence pour l'action. Les chefs d'entreprise sont des gens, il n'y a rien qui les terrifie plus que de perdre le contrôle. Et en fait, pour reprendre le contrôle, ils vont avoir l'impression qu'il faut faire quelque chose. N'importe quoi. Peu importe ce qu'ils font, il faut faire quelque chose en fait. Ouais. Il faut faire un truc, il faut appeler la presse, il faut souscrire un emprunt, il faut faire qu'importe, il faut faire. Ça peut être totalement irrationnel, hein. Mais le fait de faire quelque chose et d'agir vite, ça va les occuper, ça va leur occuper l'esprit, ils vont avoir un projet, ils vont avoir le truc. Et la consistance voilà. En fait, la matière. Quoi, et du coup, ils vont avoir cette préférence pour l'action dans leur qui peut être très néfaste. Et qui peut mener à des situations... Alors que c'est peut-être le moment de se poser, faut rien faire, hein. Se poser, de mettre les choses à plat. Et de comprendre... Peut-être même prendre 3 jours de vacances avant de se poser vraiment. Et puis, ouais. C'est ça, c'est comme quand on travaille sur la stratégie d'une entreprise. Je leur dis, en fait, votre entreprise, c'est comme un Rubik's Cube. Tu as pris ton Rubik's Cube, la première phase, tu l'as fait plutôt facilement. T'as bien galéré pour faire la deuxième. Le seul problème du Rubik's Cube, c'est que tu vois jamais les 6 faces en même temps. Tu es obligé de le tourner, mais quand tu le tournes, du coup, tu repères la visibilité sur ce que tu as fait. Et donc, tu as réussi à en faire 2 bien. La troisième, elle n'est pas finie, mais ça va. Voilà. Et derrière, tu sais que c'est pas ouf, mais bon, ça va. Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que on va devoir tourner le Rubik's Cube pour remettre un peu d'ordre derrière, mais que quand on va faire ça, ça va casser les passes qu'on a déjà fait. C'est pour ça que c'est important
de comprendre, et ça c'est une question centrale, à quoi on est prêt à renoncer. À quoi on est prêt à renoncer pour aller plus loin. Et ça, intellectuellement, c'est chaud. Ça, c'est vraiment compliqué parce que ça remet. C'est pareil, c'est ce que je disais avant, c'est pas que de l'argent. Ça remet en question des choix de vie, ça remet en question des décisions fondées sur un système de valeurs. Sa personne, oui, ses valeurs et ses convictions. Voilà. Parce que on peut se retrouver dans un système qui finalement, on est obligé de s'avouer à soi-même que on est peut-être parti un peu dans le faux ou dans le travers et que ça fait mal. Et ça m'amène justement le deuxième gros problème en fin de compte des entrepreneurs en difficulté. Donc le premier, je disais, c'était la préférence pour l'action. Le deuxième, c'est une grande difficulté à regarder leur situation autrement qu'au travers du prisme des difficultés qu'ils traversent. Très difficile d'avoir... On reste dans le négatif, on a une vision pessimiste. D'avoir attends, je l'ai en anglais, une overview, une vue d'ensemble, une vue d'ensemble en fin de compte une vue d'ensemble de la situation, et surtout de revoir le positif des choses. Parce que malgré tout, il y a des clients qui reviennent. Et ça, souvent, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre qu'est-ce qui va dans une entreprise que qu'est-ce qui ne va pas. Parce que quand tu as un client qui n'est pas content, allez, 95% du temps, tu sais pourquoi. Alors, il y a 5% du temps, c'est un con, bon voilà. Mais 95%, c'est parce que tu es trop cher, c'est parce que tu n'as pas été bon, parce que tu n'as pas livré dans les délais, parce que finalement, c'est pas ce qu'il voulait, parce que tu l'as mal compris, et voilà, grosso modo, tu sais pourquoi ça se passe mal. Bon. Mais le client qui revient, qui se plaint pas et qui paye, pourquoi il revient, il se plaint pas et il paye? Qu'est-ce qu'il trouve de bien chez toi? Eh ben, c'est des questions qui sont plus compliquées à traiter. Ça veut dire qu'il vaut mieux chercher à dupliquer le client content et en tout cas à trouver la formule qui correspond. Dupliquer le client content, si le client content, il génère de la marge. Oui. Parce que le client qui gueule et qui finit par payer et qui fait 90% de la marge du truc, je dis pas qu'il faut le jeter. Voilà. C'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, ça fait partie des choses dans lesquelles on va sur lesquelles on va devoir travailler. Et je me souviens d'un gros client que j'accompagnais. En fait, on l'avait croisé avec mon associé, vraiment par hasard. C'est pas quelqu'un qu'on était. On était chez des avocats pour autre chose. Et on croise un gars dans l'escalier qui venait pour faire une consulte en entreprise en difficulté, mais on ne savait pas qui c'était, quoi. Et on en attendait chacun un avocat, on était dans la salle d'attente, et puis bon, on discute, et puis il me dit, vous êtes là pourquoi? Je lui dis, voilà, moi je suis expert comptable. Il me dit, moi j'ai créé cette entreprise, 150 salariés, et tout, voilà, on fait ça, et puis mon associé le regarde, et il fait, bravo, félicitations, hein, belle réussite. Et le mec se met à pleurer. Et en fait, c'est... parce que ça faisait juste 3 mois que tout le monde lui disait qu'il avait raté sa vie, qu'il avait raté son entreprise, que c'était qu'un gros con et que voilà. Et juste à un moment, nous en fait, on s'est dit non, je veux dire, t'as créé une boîte de 150 salariés. Moi, je sais pas faire ça, tu vois. C'est clair. Je veux dire, nous, on est 12. J'ai l'impression d'être aux commandes de Vinci, tu vois. C'est clair. Mais je comprends. Et ça va bien, hein, je veux dire, j'ai pas envie d'être 50. Hein, c'est pas l'histoire de ma vie, quoi. C'est aussi un peu ça. C'est ce que je disais un peu avant. C'est cette notion de se retrouver dévalorisé et on perd le fil complètement parce qu'un jour quelqu'un va nous dire effectivement en fait la question elle arrive, pourquoi vous avez raté voilà, vous avez raté votre boîte en fait, et c'est un sentiment affreux parce que c'est pas une histoire de sentiment, c'est la réaction qu'elle génère de la personne qui reçoit ça comme phrase. C'est juste, elle va rester bloquée sur ça pendant un temps, jusqu'au moment où quelqu'un va lui dire mais attends, c'est n'importe quoi, t'as généré 150 emplois, c'est juste extraordinaire, t'as fait vivre ces gens-là, et ces gens-là ont une famille, ils ont peut-être maintenant depuis des choses, alors oui, il y a une fin à l'histoire peut-être, mais en tout cas il y a eu de la valeur créée, il y a eu plein de choses, et on peut pas dire que cette personne est ratée, et ça justement, de revaloriser la personne et de lui permettre de rebondir. Ça, j'avais eu une consultation qui avait été assez dure.
une boîte qui était partie en LG, donc en liquidation judiciaire. Donc c'était fini, je veux dire, c'était pas sauvable. On a fait 8% du chiffre d'affaires qu'on était censé faire. Enfin bref, une cata complète, quoi. Une cata complète. Mais le projet, il était poétique. Parce que c'était quelqu'un qui voulait aller faire du commerce en allant à la rencontre des gens, à la rencontre des vieux, leur apporter le truc chez eux. Et elle vivait son truc, en fin de compte, quoi. Et complètement son truc, ça n'a pas pris pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe. Ça a plus grande importance. Et c'est ce que j'ai expliqué, c'est que finalement, j'ai dit, écoutez, de toute façon, pourquoi ça a raté ? À ce stade, c'est pas très important, de toute façon. Vous avez perdu de l'argent, blessure d'argent n'est pas mortelle, vous referez autre chose. Aujourd'hui, elle fait totalement autre chose, et puis ça c'est reparti, donc voilà. Mais oui, c'était compliqué. Les gens pleurent souvent dans mon cabinet. On a toujours des mouchoirs dans la salle de réunion, mais c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de. Parfois, on est un peu les psys quand même dans tout ça, hein, donc c'est normal. Et puis, il vaut mieux que ça arrive dans mon cabinet plutôt que ça arrive au tribunal, même si parfois ça arrive aussi au tribunal, parce que il y a tout, il y a de l'ébullition, il y a de l'énergie, tout ça, donc forcément c'est compliqué, quoi. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs que ça arrive, parce que ça montre aussi une implication du dirigeant qui, surtout quand ça se passe bien. J'ai souvent des clients quand le plan final il arrive, il se passe bien. Et bah là ils éclatent en sanglots parce que c'est fini, quoi. Ouais, c'est un soulagement. Tu vois, c'est fini, quoi. Et du coup voilà, c'est bien. Alors, et puis on a déjà eu des grands moments d'émotion dans les tribunaux, hein. C'est un métier qui est immensément humain, ce qu'on fait, hein. Et du coup elle nous disait, elle me disait, parce que j'étais tout seul le jour-là, que ouais, c'était catastrophique parce que tu te rends compte et tout ça, et tous ces gens. Mais j'ai dit, la liquidation judiciaire, on voit un peu ça comme la mort. La principale différence entre moi et un oncologue, c'est que moi, je sais ce qui se passe après. Donc, après, c'est quoi ? C'est la disparition d'un véhicule juridique. Alors, dit comme ça, effectivement, d'un coup, ça démystifie quand même beaucoup le truc. Avant, il y avait une SARL, maintenant, il n'y en a plus. Voilà. Je dis, ça ne remet pas en question qui tu es. Ça ne remet pas en question ton projet. Un projet, c'est une vision immatérielle d'une chose. C'est pas parce que ce véhicule juridique et cette façon de le faire n'a pas fonctionné. Alors, il faut en tirer des enseignements, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que le projet va forcément s'arrêter. Il peut continuer d'autres manières. Voilà. Et ça, c'est bien de le savoir. Et j'ai des copains aussi qui ont aussi planté des boîtes. Et parfois, ça m'arrive quand c'est vraiment compliqué avec les clients. J'appelle un de mes copains et je dis, écoute, t'as une demi-heure pour moi juste pour parler, de dire, bah voilà, cette personne elle était en liquidation judiciaire il y a 7 ans, elle est toujours vivante, elle a toujours sa maison, et voilà comment ça s'est passé, et puis voilà, et puis du coup ils discutent un peu une demi-heure, parce que moi j'ai un rôle de conseil, mais je suis précisément, je dois pas rentrer dans tout ça. C'est aussi, je dois pas être partie prenante dedans, et c'est important aussi qu'il voit quelqu'un d'autre que moi. Donc là-dedans, effectivement, c'est important d'avoir ce recul et de voir qu'il y a une vie après l'algie, quoi. D'où l'intérêt du partage d'expérience. Ouais. C'est un peu le but aussi de ce genre de rencontre, c'est partager son vécu, l'échec aussi, pour faire comprendre à d'autres personnes qu'effectivement, on n'est pas tout seul dans notre coin. D'autres sont passés par là, à des étapes différentes. Certains sont en train de leur arriver, d'autres c'est leur arrivé il y a 10 ans, d'autres c'était il y a 2 ans. Peu importe, en fait, c'est un petit peu... Il y a aussi ce cycle de deuil qui existe, hein, c'est l'acceptation, je sais plus, il y a 5 ou 6 phases, les 5 phases là-dedans, quoi. Mais il y a un moment donné où effectivement il faut juste accepter que il y a des phases à traverser à un moment donné. Il y aura la remontée à un moment donné, et puis en fait elle se prépare aussi. C'est quelque chose qu'on... Faut pas le minimiser, hein. Oui. Faut vraiment pas le minimiser. On a un client qui s'est foutu en l'air. Ah d'accord. Okay. On a vraiment un client qui s'est foutu en l'air avec ça. Il s'est suicidé dans sa boutique. D'accord. Il s'est suicidé dans sa boutique en tant qu'expert comptable et qu'accompagnant, on va dire, dans toute la procédure.
C'était très compliqué pour nous aussi. Je pense, hein, nous, enfin, on l'a très mal vécu. Ouais, je comprends. C'était vraiment très dur. On a tiré beaucoup d'enseignements aussi, quoi. Mais oui, c'est sûr que là, et du coup, on apporte vraiment une attention vraiment particulière. Les experts comptables ont un dispositif, enfin qui n'est pas réservé aux experts comptables, mais qui existe, qui s'appelle APESA. APESA, en fait, c'est à partir du moment où on doit faire une petite formation, je crois que ça dure 1 heure ou 1 heure et demie, enfin c'est rien de méchant, quoi. Et ça te donne un code, et en fait, en tant qu'expert comptable, tu peux... Déceler peut-être le... Alors, déjà, tu deviens ce qu'ils appellent une sentinelle, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. À partir du moment où tu vois que tu as un client, mais pas juste il est un peu triste, quoi. Genre, il sort de là, il saute du pont, quoi. Ouais, tu vois, voilà. Que tu penses, tu peux lui obtenir, je crois, 4 rendez-vous gratuits avec un psy, dont le premier dans 20 minutes. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment radical, quoi. C'est du immédiat, traitement Ouais, d'urgence. ouais. C'est vraiment du traitement d'urgence. Et ça, je pense qu'il faut quand même être conscient. Ça, j'en ai jamais entendu parler, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. J'avais découvert ça par hasard, en fait. D'accord. Il y a 1 an et demi de ça, quelque chose comme ça. Et donc, tu as une app sur le téléphone, en fait, quoi, où tu as le truc. Et donc, toi, en fait, tu dois... Alors, tu es soumis au secret professionnel quand même. Bien sûr. Et eux, ils sont soumis au secret médical, c'est-à-dire que toi, en tant Tu feras pas ce qui en se tant passe qu'expert après. comptable, t'as pas de compte rendu du truc, mais de toute façon, je veux dire, c'est pas mon taf. Moi, je m'en fous. Je veux juste pas que mes clients meurent, de manière générale. Oui, de préférence. Voilà. outre l'aspect bassement économique du truc, si tu veux, je le vis mieux. Voilà. Mais à côté de ça, ouais, c'est donc toi, tu dis au client, voilà, est-ce que, si tu veux, je peux avoir ça. Est-ce que tu es OK pour qu'on le fasse? Et si le client il dit OK, dans ces cas-là, tu fais le truc. Et je crois, dans la demi-heure qui vient, on va dire, il y a quelqu'un qui le rappelle, quoi. D'accord. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et donc, après, tu peux orienter vers d'autres choses, sur tout ce qui est burn-out du dirigeant, parce que clairement, on est là-dedans dans beaucoup de cas sur l'entreprise en difficulté. Il y a le Crédir qui marche très bien, c'est vachement bien. Avec Patrick Béra, qui est vachement bien, qui est vraiment très très bien. Ça, c'est une super structure. Après, tu as tous les réseaux aussi. Le CJD, ils ont aussi des dispositifs pour ça, ce qu'ils appellent. Alors, ça a peut-être changé de nom depuis, parce que maintenant, ça fait quelques années que je suis parti. À l'époque, ça s'appelait GAD, Groupe d'aide à la décision, où c'était, en gros, ça permet de faire regarder ton entreprise et une difficulté par d'autres chefs d'entreprise qui peuvent te réorienter, quitte à te faire orienter vers ton expert comptable ou quoi. Je veux dire, ils sont pas là pour faire du conseil ou de l'accompagnement, c'est pas vraiment leur métier pour beaucoup. Mais en tout cas, ça permet au moins déjà d'en parler à quelqu'un. C'est très positif comme démarche, et il y en a plein en fin de compte. Et il faut s'appuyer sur tous ces réseaux pour que c'est un peu dramatique ce que je vais dire, mais enfin que la SARL elle crève, finalement tu t'en fous, quoi. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est sauvegarder, c'est déjà sauvegarder la vie, et de 2, essayer de protéger autant que se peut les intérêts du chef de l'entreprise, du chef d'entreprise et de sa famille, faisant au mieux par rapport à toutes les contraintes qu'on peut avoir légales, au niveau légal, et puis en restant quand même le plus correct possible avec les salariés, avec les banques, avec les fournisseurs, les clients, avec l'environnement professionnel, parce qu'il faut pas agir comme un truand non plus. Donc ça marche pas. Oui, ça laisse des traces après. Ça laisse des traces. Et puis bon, voilà, c'est pas comme ça qu'on a décidé de bosser. Donc voilà, mais ça fait partie c'est un espèce d'équilibre précaire et compliqué à trouver qu'il faut faire. Et puis il n'y a pas de bonne réponse à ça, en fait. Ça dépend vraiment aussi des valeurs de chaque client. Oui. Écoute, Charlie, on arrive lentement à la fin de l'interview, on va appeler ça comme ça. S'il y avait quelques mots-clés que tu voulais laisser comme ça, des gens qui sont classiquement de ce que tu croises aujourd'hui un petit peu, des gens qui se posent des questions aujourd'hui parce qu'ils se disent, voilà, mon entreprise, elle bat de l'aile, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je dois faire, je suis un peu perdu. Voilà, c'est le terme. Et en plus, les gens ne le diront jamais ouvertement parce qu'on est pudique en tant que chef d'entreprise. On n'aime pas s'étaler, très peu en tout cas, et on garde ces choses-là un peu pour soi, et malheureusement, des fois, un peu trop tard. Donc, si on sait qu'en plus, ils ne vont pas s'étaler comme ça, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Quels sont les quelques mots-clés ou petites phrases clés qui vont pouvoir... Alors moi je dirais que déjà il ne faut pas rester seul. Ça c'est la première des choses. Il faut alors se rapprocher de
on a tous des copains entrepreneurs qui font pas du tout la même chose que nous, se rapprocher d'eux pour essayer d'en parler. Quand c'est possible, c'est déjà une bonne chose. Sinon, se rapprocher de manière générale de son expert comptable ou de son avocat pour en parler, c'est pas une mauvaise chose non plus. Ces gens, ils ont des avis quand même normalement un peu éclairés sur ce qui se passe. Voilà, et c'est surtout, ils ont un avis pragmatique sur la situation. Ensuite, il faut essayer de faire un diagnostic, de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et là, c'est pas la peine de faire du millimètre, il vaut mieux avoir vaguement raison que précisément tort. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà, il faut voilà, essayer de savoir d'où vient le problème et est-ce qu'on a un moyen de le traiter. Si tu fais de la promotion immobilière en ce moment, moi je sais pas traiter ce problème, par exemple. Tu vois, donc ça veut dire que tu ne pourras agir que sur les leviers pour lesquels tu as un minimum de contrôle. Voilà, donc il faut identifier ces leviers s'ils existent, et puis sinon il faut regarder ta capacité à faire le dos rond. Il faut se mettre des limites, ça c'est important, il faut se mettre des limites. Je disais avant, il faut savoir à quoi tu es prêt à renoncer, il faut savoir jusqu'à quand et jusqu'à où tu es prêt à aller. Et ça, c'est important, parce que c'est un des principaux problèmes qu'on a, c'est que les gens qui viennent nous voir sont... c'est comme au poker, ils sont tellement engagés dans la main que même s'ils savent qu'elle est perdante, ils ont envie de la jouer jusqu'au bout. Et c'est... Voilà, c'est... Oui, encore une fois, par fierté et par manque d'expérience, connaissance, de savoir où je vais avec. Oui, et puis c'est comme quand tu vas chez le médecin. Tu vas chez le médecin et tu te dis j'ai rendez-vous à 18h. Puis il est 18h15 et puis le médecin il est en retard. Et il est 18h30. Et en fait, si tu t'en vas maintenant, certes tu vas préserver ta soirée, mais tu vas perdre la demi-heure de plus que tu as accepté de faire. Alors que si tu te dis 18h45, soit il m'a pris, soit je m'en vais. Arrivé 18h45, si tu t'es dit ça à 18h30, tu as beaucoup moins de difficultés à te lever, à t'en aller, que si tu te dis rien, et à 18h45, plus le truc va avancer, et plus le poids du passé va devenir important. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre des limites. Parce que c'est une aide à la décision et c'est une aide aussi à la préservation de ses propres intérêts. Donc ouais, ne pas rester seul, en parler avec ses amis de confiance, on va dire, avec ses conseils. Si on n'a pas d'expert comptable, il faut peut-être aller chez un expert comptable, simplement pour en parler. Je veux dire, voilà, ça va. Il y a plein d'experts comptables qui font la première consulte gratuite pour voir ce qu'il y a. Il y a peut-être des idées. Après, si maintenant pour une première consulte, il faut mettre 150 ou 200 balles, c'est peut-être pas la fin du monde non plus. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut la dépense pour le gain. Il faut le comprendre. Voilà, l'expert comptable, il vend aussi son intelligence, donc il a aussi des salariés à payer. Donc, et puis ouais, je pense que c'est surtout ça de se dire, et de faire des scénarios, quoi. Qu'est-ce qu'on fait si ça se passe pas bien? Oui, pas avoir une vision, enfin ne pas avoir une vision inerte, en fait, avoir quelque chose, avoir un horizon potentiel, c'est-à-dire que soit à droite, soit à gauche, soit au centre, mais on essaie de savoir quelles sont les opportunités qui peuvent, se présenter derrière. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Ma boîte, elle s'est plantée, j'ai un nouveau projet où ma boîte, elle a survécu et je la développe. Dans les deux cas, le jugement qui va se trouver au milieu pour définir l'avenir de la boîte, c'est un jalon, c'est plus une fin. Et ça, du coup, ça rend le truc beaucoup moins anxiogène, et surtout, ça l'inscrit dans ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un événement de la vie. Je vais finir pour rebondir en fait sur ton livret, c'est comme ça que tu l'appelles. Le livret, ouais. Le livret. Entreprise en difficulté, je le montre quand même face caméra, comme ça on le voit aussi. Donc, tu peux nous en parler en 2 minutes, juste nous dire ce qu'il contient, et à qui il est adressé. En fait, le livret, à la base, je l'ai fait pour moi. C'est parce que quand je faisais des consultes, normalement, on va dire, sur les dernières années, j'en faisais entre 3 et 5 par mois. Là, j'en fais entre 3 et 5 par semaine. Ah, d'accord. Ah non, depuis novembre, on a une accélération très très forte
de la défaillance d'entreprise en France. D'accord. C'est une réalité. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a dans les tribunaux en ce moment pour ça. C'est un peu effrayant entre nous. C'est préoccupant, hein, clairement. Et donc, à force de répéter tout le temps les mêmes choses, j'avais aussi, comme je te disais, il y a qu'un client sur 4 qu'on pense raisonnablement et de manière crédible pouvoir sauver, et les autres, on ne va pas forcément les prendre. Après, simplement, il faut quand même les recevoir, les écouter pour le savoir. Et donc, si tu veux, quand il passe 3 heures par mois ou quand il passe 5 heures par semaine, ça n'a pas le même impact sur ton planning. Et c'était important aussi du fait qu'on pouvait moins s'étaler avec les gens, d'avoir quelque chose quand même à leur donner pour leur expliquer c'est quoi les impacts, c'est quoi les différentes procédures qui peuvent exister. Alors, les procédures elles sont pas développées dans celui-là, mais du coup, c'est quelque chose qui m'a été très fortement demandé. Donc là, on est en train d'écrire le tome 2. C'est quelque chose qu'on va retrouver sur notre site internet de manière gratuite et sans. Il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi, c'est téléchargeable directement. C'est un peu le livret blanc, mais c'est une sorte de livre blanc. En fait, je voulais avoir une espèce de visu sur toutes les choses dont on ne pense pas au niveau de l'entreprise en difficulté, et surtout ce que tu disais, comment faire pour savoir si mon entreprise est en difficulté. Oui, comment faire pour c'est quoi l'état de cessation des paiements, qu'est-ce que ça implique en termes de procédure et tout ça, parce que ça c'est des notions qui sont très très importantes dans tout ça, et c'est important de savoir l'expliquer avec des mots. Alors ça se revendique pas du tout être un ouvrage juridique ou un ouvrage de référence en la matière. Il y a des gens qui ont écrit des choses merveilleuses et beaucoup plus fines et techniques que ça. C'est vraiment en première intention, histoire de planter le décor et de dire voilà la découverte de ce monde. D'accord. Voilà. Et là, on est en train de faire le tome 2 qui devrait sortir d'ici 1 mois et demi à peu près, parce que ça prend un peu de temps à faire tout ça. Si on veut le faire, j'imagine. Si on veut le faire proprement, en fait, c'est compliqué à faire. Et surtout, si on veut pas que ce soit trop technique derrière. Et donc là, on va rentrer en fait en détail dans les procédures pour ce que je disais avant, en fait, faire des schémas pour dire voilà, vous allez rentrer dans une salle d'audience, il y aura lui, lui il fait ça, lui il fait ça, il sera assis là et tout ça. L'idée, c'est de démystifier complètement le truc et que on se retrouve avec des gens qui savent précisément ce qui va se passer. Ce qui crée du stress, la plupart du temps, c'est l'inconnu. Oui, c'est éviter la surprise et l'étonnement sur place, quoi. Donc en fait, ici, tu as déjà un concentré de pas mal de sujets qu'on a évoqués, je suppose. Et des sujets connexes, notamment, par exemple, l'impact de l'ouverture d'une procédure, l'impact de l'étalement de TPGE faire réétaler TPGE sur 10 ans, c'est possible. Enfin, sur 10 ans en tout. Mais un truc qu'on ne dit pas, c'est que du coup, ton entreprise, elle va être considérée par la Banque de France comme étant en défaut. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que tu vas te priver durablement. Pas mal d'opportunités qui peuvent se présenter. De capacité d'emprunter de l'argent. Oui, surtout si la société se présente un petit peu dans le meilleur jour dans les années proches. Et surtout, tes fournisseurs qui, eux, vont s'assurer contre ton risque de paiement, et d'un coup, l'assurance, elle va plus vouloir te couvrir. Et donc, tes fournisseurs vont d'un coup vouloir se mettre à ce que tu payes au coût du camion. Donc, ça va dégrader ton BFR, quoi. Et ça, c'est un truc, si tu veux, c'est avant de le faire. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, il faut le savoir. Oui, il y a des incidences énormes, en fait. Et ça, c'est un peu écrit nulle part, en fait, quoi. Et je me suis dit, en fait, du coup, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Ouais. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à mettre entre toutes les mains d'entrepreneurs. Donc, il va falloir que tu communiques bien dessus, et plus encore. Et ce sera l'occasion là d'en reparler, d'ailleurs. On parlera du tome 2. Il sortira quand il sortira quand, le tome 2 Là, on est vraiment dans la rédaction des procédures. On essaie de résumer ça sur une page A5. C'est des trucs où sur chaque procédure, il y a des gens qui ont écrit des livres entiers. Donc, savoir vraiment sur quoi mettre le focus et tout, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on devrait être prêt d'ici mi-mai. D'accord. À peu près. C'est assez proche quand même. Mais je pense que c'est des petits fascicules, ça fait une vingtaine de pages. Mais, oui, c'est le côté pratique, c'est que c'est pas un grand pavé. C'est considérable le temps que ça prend à écrire ce genre de truc. Donc je pense qu'il nous faut bien encore 1 mois et demi, plus encore à peu près 15 jours pour les imprimer. D'accord. Parce que j'aime bien les avoir en papier, ça. Non, je pense que c'est bien. Ouais, et surtout, les gens, ils ont un truc. C'est con à dire, mais le chef d'entreprise, quand je lui donne ça, si tu veux, il se raccroche à quelque chose, mais physiquement. Quoi. Tu vois, ils tiennent ça, mais c'est the bouquin, quoi. Alors que leur dit non. Voilà, pour avoir lu beaucoup de choses sur l'entreprise en difficulté, pour des techniciens, effectivement, c'est vraiment adapté à des néophytes, quoi. D'accord.
Bah écoute, merci pour cet échange. Avec plaisir. C'était top. On a vraiment appris plein de trucs. On a bien échangé. Là, je pense que ça apporte aussi plein de pistes à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense même, avec le recul, peut-être qu'un jour, on pourra refaire la même version, mais à 3. Tu pourras peut-être inviter un de tes clients potentiels qui viennent ou sont en train actuellement de passer de ce côté-là la barrière et qui pourront en parler dans quelques temps, une fois qu'ils seront un petit peu sur un chemin un peu plus un peu moins stressé peut-être. Et ça serait, parce que je pense que c'est ta profession qui est vraiment sur le premier front, quoi. C'est toi qui vois arriver ces gens-là, c'est toi qui les accompagne en plus dans l'univers qu'ils ne maîtrisent absolument pas, qui fait très peur, l'univers des tribunaux. Et je pense que c'est très rassurant pour la majorité d'entendre ce qu'on vient de dire aujourd'hui, d'expliquer vraiment que, comme tu dis, une société, c'est un véhicule. À un moment donné, il disparaît, tu continues à pied pendant un temps, quoi. Et puis, c'est pas grave. Encore une fois, des fois, on utilise la notion de l'entreprise, c'est le bébé, tout ça. Et moi, personnellement, c'est ce que j'explique aussi souvent, non, une entreprise, c'est pas un bébé. Le bébé, vous l'avez à la maison et quand vous avez des enfants potentiellement. Mais ça, c'est un outil de travail, point. Et il faut sortir de ça. Par contre, pour y arriver, il faut rencontrer du monde, il faut discuter, il faut échanger, il faut parler. Et aussi avec les bonnes personnes, et puis trouver les bons axes, et puis la bonne procédure à suivre. Et quand l'entreprise va bien, il faut pas créer des difficultés dont on ne saura pas sortir le jour où elle ne ira pas bien. Écoute, merci Charlie, merci vraiment beaucoup. Merci et puis en tout plaisir cas. de se recroiser prochainement en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt.